Fréquence protestante. Les temps modernes, les temps modernes. Laurence Roufouillet. Bonjour à tous, bienvenue dans les temps modernes. C'est une joie de vous retrouver et d'aborder la deuxième saison de notre émission qui vous invite à explorer les enjeux du nouveau monde. Notre volonté avec les temps modernes est de vous apporter chaque mois des éclairages d'experts et des approches éthiques sur tous ces sujets qui pourraient broyer l'individu si l'on y prenait garde. Travail, famille, citoyenneté, parentalité, rien de ce qui vous interroge ne nous est étranger. Vous nous retrouvez désormais sur 100.7 FM et DAB+, chaque premier samedi du mois à 19h et à tout moment en replay sur le site de la radio, fréquenceprotestante.com ou en podcast sur vos plateformes préférées. Les années 2020 et 2021 ont connu de rapides et profondes transformations des modalités du travail, avec notamment l'explosion du télétravail pour les salariés. Pourtant, travailler chez soi ou ailleurs qu'au bureau n'est pas chose aisée et les espaces de coworking se sont multipliés pour accueillir ces nouveaux nomades du travail. Ils étaient jusqu'ici l'apanage des indépendants, freelance et autres start-upers. Concentrés dans des centres très urbains, ils essaiment désormais en périphérie, dans les villes moyennes et même en milieu rural, représentant une véritable chance pour dynamiser ces territoires. Les espaces de coworking se complètent désormais de cafés, fab labs ou ateliers partagés, si bien que l'on parle aujourd'hui de tiers-lieux. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme. Ce tiers-lieu, c'est un troisième lieu, des espaces intermédiaires entre la maison et le bureau. Pour nous aider à découvrir ces nouveaux espaces collaboratifs, je reçois aujourd'hui 3 invités qui sont avec nous à l'antenne et que je remercie parce qu'ils ont fait chacun l'effort de se déplacer parfois de très loin. Et je vais vous les présenter déjà rapidement. Donc Gerhard Kroes, vous êtes sociologue, maître de conférences en sociologie à l'université de Rennes 2. Nathalie Richer, vous êtes cofondatrice de 11e lieu, un tiers-lieu dans le 11e arrondissement de Paris à orientation artistique. Et Christophe Arnoux, que nous avons déjà reçu. Vous redoublez, Christophe, c'est la 2e saison. Vous êtes fondateur donc du cabinet Évidence, qui est spécialisé dans le conseil en stratégie, dans l'immobilier et les grands projets urbains. Donc, ce sont vos expériences que nous allons pouvoir confronter pour nos auditeurs, pour justement mieux comprendre comment fonctionnent ces tiers-lieux, ces nouveaux espaces de collaboration. Et pour commencer, je vais me tourner vers vous, Gerhard Kroes. Donc, vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru en 2019, si je ne dis pas de bêtises, aux presses universitaires de Rennes, intitulé « Tiers-lieux, entreprendre et créer sur les territoires ». Est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, éclairer un peu ou définir ces termes qui sont riches en anglicismes, que ce soit les coworking, on parle de Fab Lab, de Hack Lab. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit de communautés de gens qui se sont retrouvés pour collaborer autour des projets ensemble. Et donc, au départ, ça vient du domaine informatique, des gens qui étaient passionnés d'informatique et qui faisaient des choses un petit peu en dehors des règles, des règles établies. Et donc là, ce sont clairement des communautés de hackers, pour le coup. Oui. Et donc, ils sont imprégnés de contre-culture. On voit ce phénomène, par exemple, de façon très marquée aux États-Unis, en Californie, mais aussi dans d'autres grandes villes où on a pu observer l'émergence des hackerspaces. Sinon, les espaces de coworking, c'est une forme de tiers-lieu qui s'est développée à partir de 2005. Le premier espace de coworking a été fondé à San Francisco en 2005. Puis on a donc dans la Silicon Valley, quand même pas loin. San Francisco, c'est pas directement la Silicon Valley, mais c'est pas loin. Mm-hmm. Et donc
Ce qui est intéressant, c'est l'origine en Californie parce que on a cette proximité quand même avec la Silicon Valley. Vous avez d'un côté à San Francisco et dans la Bay Area cette contre-culture contestataire, ces mouvements contestataires, et il y a donc cette rencontre entre ces gens qui veulent faire les choses en dehors des sentiers battus. Ouais. Et donc qui se frottent à cette culture entrepreneuriale qu'on trouve dans la Silicon Valley. Et donc c'est ce mélange qui est donc particulier et qui a marqué les débuts de ces espaces de coworking. Et ensuite, il y a une diffusion un petit peu à l'échelle planétaire dans les grandes villes. On voit émerger ces espaces. Donc c'est d'abord un phénomène extrêmement urbain. Et ce qui est plus récent et le phénomène sur lequel nous on a travaillé, c'est cet essaimage de ces espaces en dehors des métropoles, un peu partout, et qui a pris de l'ampleur ces dernières années, c'est-à-dire l'augmentation, la multiplication de ces espaces, la croissance en dehors des métropoles est assez importante. En France, on voit que les espaces de coworking étaient fréquentés à l'origine plutôt par des indépendants, des freelances, que l'idée c'était aussi de partager peut-être des compétences, des expertises, d'échanger. Il y avait cette idée aussi peut-être parfois d'échange de services ou de recommandations. Oui, certainement. Et donc on trouve différentes motivations aussi parmi les usagers de ces espaces de coworking. Il y en a qui espèrent pouvoir développer leur réseau professionnel, mais aussi en dehors de ce qui concerne le domaine professionnel. Mais il y a c'est toujours un peu compliqué. Nous on avait constaté par exemple, c'est parfois pas évident de partager son réseau, et quand on observe que quand il s'agit de contacts un peu délicats, confidentiels, que les gens s'isolent, ils veulent pas que les autres entendent. Donc, d'où l'importance d'avoir une salle ou un bureau un peu isolé au sein des espaces de coworking pour pouvoir passer des coups de fil. On en reparlera peut-être tout à l'heure justement avec l'exemple du 11e lieu, mais il y a à la fois des espaces qui sont partagés et effectivement il y a des espaces plus confidentiels ou peut-être plus pour se concentrer, et c'est justement les différents types d'usages qui peuvent être regroupés dans un même endroit qui peuvent être intéressants. Dans votre livre, vous expliquez souvent, et vous prenez des exemples à la fois en France et en Allemagne, que dans un tiers-lieu, il y a toujours un porteur de projet, parfois plusieurs, un petit groupe. Vous parliez tout à l'heure d'une communauté, avec un parcours et un objectif original, si bien qu'il y a finalement autant de tiers-lieux que de créateurs. Oui, c'est ce qu'on a constaté, qu'il y a une très grande diversité quand on regarde ce qui existe comme tiers-lieu, aussi comme espace de coworking. Alors souvent c'est lié au parcours particulier du fondateur ou des fondateurs, et la rencontre entre un parcours et des opportunités sur un territoire donné, qu'on trouve un bâtiment ou un lieu où on peut monter un espace de coworking pour ne plus être tout seul. Donc moi, en tant que sociologue, je vois ça comme des lieux de sociabilité, et c'est ça qui est souvent au départ voilà, c'est un mélange de différentes motivations, mais c'est quand même au départ la motivation que les gens le veulent. Ils ne peuvent plus rester chez eux dans leur home office, travailler de façon isolée. Et donc on voit que le travail, c'est une activité sociale, et on a besoin aussi, même si on ne travaille pas directement avec les autres sur des projets en commun, on a besoin d'avoir des gens... Des interactions. Oui, des interactions
Voilà. Et c'est peut-être aussi la leçon encore peut-être plus récente qu'on a pu tirer de la crise sanitaire, qui a été aussi une remise en question des manières de travailler, y compris pour les salariés. Ça, on en parlera un peu plus tard, où du coup, ces espaces deviennent aussi une possibilité pour d'autres publics. Tout à l'heure, en vous écoutant, vous disiez, il y a souvent à la base du tiers-lieu, il y a d'abord un lieu. Il faut quand même le dire, c'est-à-dire c'est souvent c'est le choix du lieu ou le coup de cœur peut-être pour le lieu qui va inciter certains porteurs de projets à carburer, à monter quelque chose. Alors, on en parlera aussi avec vous, Christophe Arnoux, parfois en partenariat avec une collectivité ou un investisseur. Mais le lieu, il est important. Le lieu est important, c'est vrai, mais... en fait, nous, on est parti dans le nouveau projet qu'on porte actuellement, qui est financé par l'ANR. Vous pouvez peut-être nous dire juste ce que c'est que l'ANR, juste pour nos auditeurs. L'Agence nationale de la recherche. Donc ça, c'est dans le cadre de votre travail, dans votre labo oui. à la fac. C'est en fait un projet de recherche qui prolonge ce qu'on a fait dans le livre. Et donc, notre hypothèse, c'est que la majorité des gens qui fréquentent un espace de coworking aujourd'hui portent un projet global, c'est-à-dire le projet professionnel et le projet de vie est fortement imbriqué. Et donc, ils essayent de rendre leur projet professionnel compatible avec leur projet de vie. C'est pourquoi, moi, j'ai par exemple constaté à peu près, par expérience, en ce qui concerne les interviews que je menais sur le terrain, dans un tiers des cas, les gens m'ont dit ils ont suivi leur femme parce que leur femme a été nommée professeur des écoles. Donc il y a un des conjoints qui se déplace, qui est nommé ailleurs. Oui, et celui qui travaille dans l'espace de coworking, souvent il travaille dans Internet, il peut sans problème bouger son affaire. Il peut travailler à partir d'un espace de coworking. Et il y a des mobilités à travers les pays. Et même, les gens m'ont dit, on est parti en Australie. Ma femme, elle a fait un postdoc là-bas. Ma femme est médecin. On est parti aux États-Unis dans le cadre de sa thèse. Et puis après, on est revenu et on s'est installé ici. Et donc, on voit que c'est vraiment le projet de vie qui oriente les choix des gens, parce que aujourd'hui c'est possible. Autrefois c'était pas possible. Autrefois on a eu des modèles de mobilité imposés par le travail parce qu'on travaillait dans une métropole ou dans une ville, et donc on était obligé de se rendre tous les jours au travail. Aujourd'hui c'est différent, et j'insiste sur le fait que les projets de recherche qu'on a développés ici sur les espaces de coworking, on les a commencé bien avant la crise sanitaire. Et donc, ce sont des phénomènes de société qui ont déjà commencé à se manifester par des signaux faibles, comme on dit. Mais qui sont des tendances lourdes, pour le coup. Oui. C'est-à-dire, c'est une minorité qui a ce privilège de pouvoir accéder au télétravail, qui a la possibilité de choisir en toute autonomie, la manière comme on travaille ou on vit, etc. Et donc, c'est une minorité de la population active, mais ça donne une tendance. D'accord. Christophe Arnoux, donc votre cabinet Évidence accompagne les collectivités et les territoires dans leur développement. En quoi les tiers-lieux, ça peut être une chance, justement ? Comment ça présente un intérêt nouveau ? Est-ce que ça réveille un peu ce qui était jusqu'à présent certaines villes dortoirs ? Bonsoir Laurence. Effectivement, alors les tiers-lieux, c'est quand même, comme le disait le sociologue, c'est récent. Je crois que on en parle depuis 30 ans. Le mot existe depuis 30 ans par un sociologue américain. Et on en parle surtout en France depuis 3 semaines, puisque le Premier ministre a annoncé que ça faisait partie des piliers de la relance. Et donc, il y a 130 millions d'euros qui ont été débloqués pour investir justement pour la mise en place de manufactures de proximité et puis il y a un certain nombre de missions de services civiques qui vont être dédiées à ce phénomène de société, parce qu'on parle bien de phénomène de société qui effectivement, je rejoins exactement tout à fait ce qui vient d'être dit, il y avait depuis une dizaine d'années en France avec les coworking, alors les coworking c'est peut-être les 3 quarts, on en parlera après, mais des tiers-lieux, faut pas faire d'amalgame, mais
c'est quand même une majorité. On voit qu'il y a un grand développement accéléré ces derniers mois, un peu contraint par la crise. Et effectivement, d'une contrainte, on peut faire une opportunité pour les territoires. Quand on pense que les salariés, alors déjà dans les grandes villes, avant de parler des territoires un peu plus reculés, si on parle de Paris, on passe entre 1h30 et 2 heures dans les transports. Et c'est sûr que le télétravail est une solution pour ces franciliens qui en ont ras-le-bol, et surtout les jeunes, qui ne veulent plus perdre leur temps et donc qui choisissent même leur bureau par rapport à une implantation, ce qu'on avait vu déjà ensemble. Et ça, c'est très important. Et ça existait, mais ça s'est encore plus renforcé ces derniers mois. Et donc, on voit exactement en périphérie de ces grandes villes, de ces grandes métropoles, des lieux de coworking et des tiers-lieux, parce que les villes saisissent la balle au bond et profitent de cette occasion de finalement réunir des salariés un peu de tout l'univers. Donc, c'est une chance donc sur un même bassin de population, pour un même territoire et sur un même bassin de population. Des gens qui n'avaient pas du tout la même formation, ils n'étaient pas prédestinés à se rencontrer ni à passer leur journée ensemble, et d'un seul coup ils deviennent collègues de bureau. Parce que les Français, on est vraiment des animaux sociaux. On avait fait une étude il y a quelques années où on montrait que les salariés français allaient au bureau pour les autres, alors que les Anglais, ils vont pas au bureau, ils vont au pub pour les autres. Et ils vont au bureau pour travailler, ce qui est peut-être une bonne chose aussi. Mais en tout cas, avec le confinement, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler de chez soi. Même si on a fait une grande étude avec Ipsos qui disait que 4 Français sur 10 des Français interrogés disaient que leur logement n'était pas adapté pour faire du télétravail. Donc tout le monde n'a pas une maison avec un jardin en périphérie. Donc c'est pas vrai. Donc il faut quand même trouver des solutions, des alternatives. Et on voit ce phénomène monter progressivement dans les solutions proposées par les entreprises. Au départ, c'était clairement on va dire un dispositif privé financé par des grands promoteurs, des grands acteurs qui fabriquent la ville de demain, et les collectivités, comme je disais, profitent et se mettent dans la roue de ces grands projets d'aménagement, parce qu'ils voient l'opportunité de mélanger différents corps de métier, de rendre plus dynamiques les associations. Et donc, on voit clore en périphérie du Grand Paris ces lieux de rencontre. Et pour les territoires un peu plus reculés, donc on a la chance d'accompagner des élus, on en avait parlé de Haute-Marne, à Saint-Dizier ou dans le Cher. Ils ont même vu dans certaines régions ouvrir des classes, parce qu'il y avait des écoles qui n'avaient plus assez de chaises pour les enfants, soit des habitants de grandes villes, de métropoles qui ont voulu changer de vie. On en a beaucoup parlé. Alors, faudra voir peut-être dans 2-3 ans ce phénomène, à quel point... Avec un peu de recul. L'installation en province, vue comme le Graal. On a donné beaucoup la parole à ces quelques pourcentages de Français qui ont tout plaqué pour refaire leur vie dans un territoire. En tout cas, il y a effectivement une demande, on le voit dans les territoires un peu plus reculés. Tant mieux. On a beaucoup milité pour une centralisation. Là, enfin, on est sur une décentralisation. Et donc, les territoires vont être les grands gagnants, à condition que ça soit bien organisé et que ça soit pas juste un feu de paille et une promesse non tenue. Et pour bien travailler dans de bonnes conditions, une des clés, on en parlait, c'est les éléments de développement numérique. C'est-à-dire que c'est super de pouvoir dire on va travailler à 3 heures de Paris, mais s'il n'y a pas d'internet et on n'a pas de connexion qui fonctionne, c'est vite compliqué. Donc il faut que tout converge pour qu'il y ait à la fois les infrastructures technologiques, une structure qui accueille et qui puisse organiser quelque part ces nouveaux espaces de vie. Et puis voilà, je pense que les choses se feront et vont s'accélérer avec le temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à aujourd'hui, quand on parle de ces nouveaux lieux, ça représente, je crois, un peu plus d'1 sur 2 qui sont en dehors des métropoles. Donc on voit bien quand même que ça y est, ça occupe l'ensemble du territoire. On peut s'en réjouir. Maintenant, il faut que ça soit accompagné, structuré, financé. Là, on le voit, c'est en train de l'être. En arrivant à la radio tout à l'heure, j'ai pris le métro et j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs affiches, il y avait plusieurs pubs pour des départements. Et notamment, j'ai retenu le Cotentin. Je voulais presque faire une photo, j'aurais dû la faire, qui incite justement les pauvres Parisiens que nous sommes à venir s'implanter et travailler au bon air pur. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment cette attraction à nouveau qui peut être possible. Alors, si les moyens y sont, c'est-à-dire des lieux dédiés pour ça, finalement.
Le marketing territorial, il va jouer la carte à fond, et les régions et les départements l'ont bien compris. Après, il faut bien distinguer les salariés on va dire, de grandes villes, pour faire simple, on va dire les franciliens, qui vont télétravailler 3 à 4 jours par semaine en province, pour dire les choses simplement. C'est pas pareil que des personnes qui vont changer de vie ou avoir une nouvelle activité pour s'installer durablement et travailler pour la localité, pour le territoire. Et ça, c'est, je trouve, ce qui est peut-être de plus intéressant, c'est que en réunissant ces différents corps de métier, on va peut-être voir naître, pourquoi pas une réindustrialisation, en tout cas un développement de nouveaux métiers dans les territoires, et pas juste une téléportation finalement des salariés qu'on en marre des transports, de la pollution, des embouteillages, et qui veulent une nouvelle équipe de vie. Ça, c'est une très bonne chose, mais je trouve que ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder finalement des salariés qui aspirent à autre chose. C'est pas juste travailler à distance, mais c'est aussi travailler pour le territoire dans lequel aujourd'hui ils veulent s'investir, donner plus de sens, parce que là on est vraiment sur de l'économie sociale et solidaire. Et puis un projet de vie, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ça va dans un projet plus global. Donner plus de sens à leur vie. Et ce qu'on constate aussi, parmi ces populations qui s'installent vraiment sur le territoire, ils montrent un engagement civique, ils s'investissent sur le territoire, ils ont aussi une sensibilité écologique, ils essayent de consommer localement, ils modernisent des maisons anciennes en les isolant avec les toutes dernières technologies pour en faire des maisons bien isolées et basse consommation. Donc c'est une démarche globale d'une autre vie. On parlait de l'essentiel tout à l'heure, de revenir un peu à ce qui était important. Moi, je voulais vous demander, Christophe Arnoux, j'ai eu quelques exemples autour de moi d'entreprises de taille moyenne, on va dire, de petites ou moyennes entreprises qui, notamment dans le domaine du service ou du conseil, ont rendu leurs bureaux, c'est-à-dire qu'ils avaient des bureaux dédiés, et finalement ont fait le choix de répartir leurs équipes dans différents espaces de coworking en fonction justement du lieu d'habitation de ces salariés. Alors, quelques exemples, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui pourrait se généraliser, c'est-à-dire qu'on rende son siège, alors je ne parle pas bien évidemment de multinationales ni de grands groupes, mais au détriment, ou plutôt au profit d'autres surfaces qui seraient ailleurs et peut-être plus proches de là où les gens habitent, mais dans une ambiance de travail, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse se retrouver entre collègues et dans un contexte de travail. Ce qu'on constate, alors c'est vrai que c'est un vrai, on le disait, phénomène de société. Il faut voir si c'est pas qu'un effet de mode. On voit quand même que des gros industriels, Sébastien Bazin, donc du groupe Accor, a annoncé qu'il voulait lancer dans l'année 2022 le Airbnb du flex office pour proposer, et puis il pense aussi à l'après, peut-être des modes de consommation avec l'ensemble de son parc hôtelier. Mais effectivement, vous avez raison, la tendance fait que les Français aspirent un peu contraints, on l'a dit, avec les confinements qu'on a vécu. Avant, c'était un jour, maintenant, c'est plutôt 2 jours et demi de télétravail par semaine. En moyenne, oui. Ils veulent quand même être entourés, si on parle des télétravailleurs, d'autres travailleurs. Et ce qu'on constate quand même, c'est que les entreprises veulent avoir quand même un lieu de rencontre, surtout les moins de 35 ans. On a fait une étude récemment auprès des moins de 35 ans, et ce qui est criant, c'est que ils réclament le bureau, ils réclament le lieu, parce que souvent ils ont un logement étroit, un lieu ils dédié, se sentent seuls. La c'est solitude, ça, on en parlait, c'est un phénomène qui est extrêmement important, notamment auprès des jeunes. Donc ils ont besoin de se retrouver dans un lieu finalement à la fois de travail, pour travailler avec l'intelligence collective, et un lieu de convivialité, parce que la plupart des jeunes, leurs collègues sont leurs amis. Donc on ne peut pas leur retirer ça. Je pense qu'il y a des grandes entreprises qui ont des différents types de populations de salariés un peu moins jeunes et répartis sur tout le territoire. Voilà, je pense à Orange ou des grandes sociétés de ce type qui peuvent penser à répartir plutôt que de centraliser sur une région et avoir peut-être différents points de chute. Mais il y aura toujours un siège de l'entreprise à Paris. Il y aura quand même besoin d'avoir un flagship et de pouvoir attirer les talents.
Et je pense pas que, j'en suis convaincu, d'après les études qu'on lit sur les jeunes, que les jeunes ne veulent plus de bureau et se retrouver que dans des coworking. Ils ont quand même ils veulent avoir ce sentiment d'appartenance. D'appartenance, ça c'est important. Les études révèlent aussi, c'est que pour ces jeunes, c'est très important de pouvoir faire des choses ensemble après le travail. Donc, oui, on en parlera tout à l'heure. C'est pour ça aussi que ces espaces se dotent d'autres parties plus, on va dire, plus conviviales. Alors, je vais vous proposer une pause dans notre émission musicale tout de suite avec Alain Souchon. Qui disent on peut pas être gentil tout le temps, on peut pas aimer tous les gens. Il y a une sélection, c'est normal, on lit pas tous le même journal. Mais comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Mais comprenez-moi, c'est dur à voir, quels sont ces gens sur mon plongeoir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent, on peut pas aimer tout Paris, n'est-ce pas? Y a des endroits la nuit où les peaux qui vous font la peau sont plus bronzées que nos petits poules beaux. Mais comprenez-moi, la j'ai là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y a des taxis qui ont peur du noir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traînes de misère? On dirait qu'ils n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, c'est inquiétant, nous vivons des temps décadents. Mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père. C'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y a des taxis qui ont peur du noir. Mais comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Ne croyez pas que je sois borné, le genre rétrograde avancé. Mais je compte parmi les gens que j'aime bien un jeune avocat africain. N'est-ce pas, cher ami? Ça caquette dans les poulaillers, et en tout cas vous nous écoutez toujours dans les temps modernes sur l'antenne de Fréquence Protestante. Aujourd'hui on parle déjà depuis presque une demi-heure des tiers-lieux, ces nouveaux espaces de travail collaboratif qui se développent en ville mais aussi à la campagne. Nos invités nous aident à découvrir et à comprendre ces espaces, ces nouveaux lieux. Je les présente à nouveau rapidement. Donc Gerhard Krause, vous êtes sociologue, maître de conférences en sociologie à l'université de Rennes 2. Vous êtes l'auteur de Tiers-lieux, entreprendre et créer sur les territoires. Nathalie Richer, que nous n'avons pas encore entendue, mais on va se rattraper. Vous êtes l'une des fondatrices de 11e lieu, donc un tiers-lieu dans le 11e arrondissement de Paris, comme son nom l'indique, avec une particularité, une orientation également un peu plus artistique. Et Christophe Arnoux, donc fondateur du cabinet Évidence, qui est cabinet spécialisé dans le conseil en stratégie, plus particulièrement dans l'immobilier et les grands projets urbains. Alors, Nathalie, précisément. Donc, vous avez co-créé donc, le 11e lieu à Paris. Est-ce que vous pouvez, puisqu'on parlait tout à l'heure avec Gerhard Krause des porteurs de projets, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse de ce projet ? Bonsoir. Alors, on est 3 fondatrices du 11e lieu. Ouais. Et on a monté ce projet, on travaille dans l'art contemporain. Donc, notre quotidien, c'était de travailler avec des artistes. On voulait changer notre propre façon de travailler. Et on avait observé, à ce moment-là, on a ouvert le lieu en 2017 et on travaille depuis 1 an et demi dessus. On avait observé ces nouveaux lieux qui permettaient notamment aux indépendants de travailler dans des contextes flexibles et en dehors de chez eux. Et on avait envie
d'appliquer ça aux artistes plasticiens, tout en les mélangeant aux autres personnes, parce qu'on est persuadé que justement la porosité entre les différentes pratiques des uns et des autres est une richesse dans ces lieux-là. On a donc décidé de monter un projet qui réunissait une communauté d'artistes en résidence, des indépendants de tous horizons ou des petites structures et des travailleurs nomades dans un espace, on parlait du lieu là, tout à l'heure, dans un espace, un ancien bâtiment industriel dans Paris, qui, pour nous, reflétait l'âme du projet qu'on voulait porter. Donc vous avez eu d'abord peut-être un coup de cœur pour ce bâtiment ? On a eu un coup de cœur pour le 35e bâtiment visité. mais oui, un vrai coup de cœur parce que c'est un bâtiment qui semblait être parfait pour nous accueillir avec des pratiques un bâtiment brut qu'on pouvait refaire entièrement. Alors, je voudrais faire une toute petite parenthèse déjà par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, vous êtes trois cofondatrices, vous vous connaissiez. Gareth Cross, vous avez remarqué que plus les gens, les porteurs de projets ont des liens de proximité et d'amitié, et plus ça fonctionne. Oui, je pense que ça aide. C'est un avantage. Oui, D'accord. Ça aide dans cet esprit justement de communauté. Donc, le lieu d'abord, le projet. Qui vous a aidé ? Comment vous vous y êtes prises toutes les trois ? On s'y est prises de manière intuitive, parce que c'était notre premier projet, en suivant tous les modèles de business plan et tout ça. On a été aidés par plein d'acteurs, de la CCI, une banquière qui nous a fait confiance. On a la ville de Paris, des associations, mais on s'est aussi beaucoup débrouillé toute seule. Et ce projet a vu le jour de manière assez rapide en 1 an et demi. D'accord. Après, on a rencontré beaucoup de gens du territoire. Dans un quartier, on est en quartier poétique de la ville. Donc, on a rencontré la mairie de Paris, le maire du 11e, beaucoup d'associations. Donc, on a rapidement tissé un lien étroit avec les gens qui étaient déjà implantés, les commerçants de la rue aussi. L'idée, c'était d'être aussi un lieu du quartier ? Ça faisait vraiment partie du projet initial. C'est à mon sens ce qui met le plus de temps. Parce qu'il faut on a toujours son public de prédilection, ceux qui vont venir travailler sur le long terme, et puis à tous les autres. Et je pense que c'est un métier qui demande c'est un métier social très fort et beaucoup de pédagogie pour expliquer à tout le monde ce que c'est, ce qu'on fait là-bas. Alors précisément, si je viens au 11e lieu, parce que je n'ai pas encore eu le temps de venir, et je croyais bien que je le regrette, mais je vais réparer ce manque. Vous êtes la bienvenue. Mais avec plaisir, qu'est-ce que je vais trouver ? Alors, qu'est-ce qu'on trouve au 11e lieu ? Alors, en entrant, donc on a mis des grandes baies vitrées, on entre par un café studio, on l'a appelé comme ça. D'accord. Qui est un espace grand public où les gens viennent travailler à l'heure ou à la journée. Donc, il y a des indépendants, il y a des gens qui viennent écrire, il y a des télétravailleurs, des gens qui viennent ici pour leurs 2 journées et demie par semaine. Il y a aussi des demandeurs d'emploi, parce qu'on a monté un programme, et des étudiants. On a monté un programme grâce au budget participatif de la mairie de Paris en 2018, où on accueille ces publics-là à tarif préférentiel. On a décidé de poursuivre ce programme-là parce que ça nous semble intéressant. Et des gens aussi qui viennent juste voir le lieu, qui peuvent venir voir pour des expos. Donc ça, c'est café studio. C'est pour travailler, comme son nom l'indique. C'est pour travailler en journée. Après, on a un atelier partagé où 8 artistes plasticiens sont en résidence. Donc là, ils sont là toute l'année ? Ils sont là toute l'année. D'accord. Ils ont un contrat au mois Donc ils se partagent un espace pour peindre, dessiner, prendre des photos, dessins, tout ça. D'accord. Ensuite, on a un espace de coworking de 48 places, volontairement ouvert. Aucun espace n'est clos. On a fait ce choix-là. Enfin, aucun poste de travail n'est clos. Donc à l'étage, il y a 48 postes de travail plutôt pour des indépendants, mais il y a aussi des petites structures. Donc comme un open space finalement ? Un grand open space. Il y a aussi 3 ateliers individuels. Alors juste une question, donc ces postes-là sont proposés comment ? Au mois. Si je veux venir, d'accord. Ça, c'est pour des gens qui sont résidents, qui ont des contrats au mois, ce sont leurs postes de travail. Donc ça peut être des freelances, par exemple. Ça peut être des freelances. C'est beaucoup de gens qui sont à leur compte, effectivement. Chacun y met sa plante verte et tout. Ça refait son petit cocon. Son petit cocon. 3 ateliers d'artistes aussi à l'étage. Ouais. Et après, des espaces partagés. Des salles de réunion, un studio photo et des espaces qui ne sont que des espaces de convivialité. Des canapés, une bibliothèque. Agrémenté de cabines téléphoniques par-ci par-là, parce qu'effectivement,
Il y a des conversations qui sont soit intimes, soit qui ont besoin davantage de concentration. Et on a aussi ces espaces-là. Et ça, c'est un peu l'esprit start-up quand même, c'est-à-dire de prendre son ordinateur portable et d'aller se poser ailleurs, je sais pas, dans un pouf ou effectivement dans quelque chose qui ressemble à une cabine téléphonique parce que c'est très bien sonorisé et qu'on a besoin soit de concentration, soit justement de passer un coup de fil. Ça, on retrouvait ça au tout début des startups, les premiers espaces partagés qu'on voyait. Donc ça fonctionne bien. Oui, alors nous, on n'accueille pas beaucoup de startups. Non. Je pense que le bâtiment n'attire pas ce type de public, mais les gens qui viennent travailler chez nous ont une vraie envie de liberté dans leur manière de travailler. Donc effectivement, dans les horaires, ils ont accès à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour ceux qui sont résidents. Donc les horaires de travail sont chacun fait comme il veut. Chacun travaille un peu comme il veut. Il y a une grande liberté. Donc, effectivement, si on avait travaillé sur un canapé, on travaille facilement sur un canapé. On n'est pas obligé d'être un artiste pour fréquenter le 11e lieu. Non. Vous disiez tout à l'heure, les gens viennent écrire. On faisait un aparté pendant la pause musicale. C'est vrai que beaucoup de journalistes fréquentent, des journalistes indépendants fréquentent les tiers-lieux. On en trouve pas mal. Oui, il y a quelques journalistes, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent sur des scénarios, beaucoup d'intermittents du spectacle. Alors c'est peut-être aussi parce qu'on est dans le 11e et que c'est un quartier, tout le nord-est parisien, où il y a beaucoup de gens qui travaillent de cette manière-là, mais oui, les gens viennent écrire. Quand on a préparé l'émission Gareth Rose, vous me disiez finalement c'est une tradition un peu des écrivains d'aller écrire dans les cafés. Alors moi, je pense qu'il y a toute une histoire... ça sera intéressant une fois d'étudier, de demander à un historien d'étudier l'histoire des lieux de sociabilité. Et je pense que les tiers-lieux, c'est juste le prolongement de formes plus anciennes, c'est-à-dire il y a des ancêtres au tiers-lieu et donc c'est pas quelque chose de complètement nouveau parce qu'on a toujours eu besoin pour faire du business, il faut se rencontrer, il faut le travail relationnel. Moi j'ai travaillé dans le passé un petit peu aussi sur les startups et ceux qui échouent, ce sont ceux qui restent isolés, qui sont introvertis, qui pensent que c'est la qualité intrinsèque de leur projet qui assure le succès. Or, s'ils n'entrent pas en contact s'ils ont des difficultés relationnelles, ça marche pas. C'est comme en politique, en fait. Nous, on observe beaucoup de synergie entre les différents résidents. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Qui débutent, à mon sens, de manière informelle. C'est-à-dire qu'ils sont sur des grandes tablées et, en fait, leurs voisins, ils commencent à échanger avec eux de manière informelle pour faire connaissance. Et très vite, ils peuvent collaborer ensemble. Ça arrive très souvent, ne serait-ce que pour se dépanner. Si un retoucheur photo arrive en 11e lieu, les photographes vont très vite le comprendre, vont aller le voir pour leur expliquer leur métier et feront appel à lui de manière spécifique parce que c'est plus rapide de demander un conseil à quelqu'un qui est sur le bureau d'en face que prendre son téléphone et contacter quelqu'un d'autre lorsqu'il y a une urgence. C'est sûr. Donc, de façon plus spécifique, vous accueillez effectivement des étudiants. Oui. Ça, c'est un peu nouveau. C'est vrai qu'on voit que pendant les différents confinements, les étudiants, se sont retrouvés très isolés. On l'a dit encore plus que les télétravailleurs dans des petits espaces, avec pas toujours la possibilité de retourner pour certains chez leurs parents. Les bibliothèques étaient fermées. Donc tous les lieux justement un peu studieux, il n'y avait plus accès. Vous avez des étudiants qui fréquentent. Et justement, quel partenariat vous avez monté? Je crois que c'est avec la mairie de Paris qui vous aide beaucoup dans ce domaine. Alors, qui nous a aidés. Ouais. Maintenant, on est autonome là-dessus. En fait, ils ont fait le constat lors du budget participatif qu'il manquait d'espace de travail pour les étudiants. Le budget participatif, on peut peut-être dire ce que c'est. C'est-à-dire, c'est un budget par arrondissement. Alors, c'est une part du budget de la ville. Ou toute la ville. Oui. Et en fait, les Parisiens remontent leurs envies. Et certains axes de développement sont choisis par la ville. Nous, on a participé au budget de 2018 et la mairie a fait le constat que les bibliothèques sont assez saturées et que les étudiants cherchent des espaces pour travailler justement parce qu'ils ont des petits logements. Donc nous, on reçoit beaucoup d'étudiants qui sont très fidèles au 11e lieu et qui viennent travailler des journées entières à tarif préférentiel et qui sont très contents.
et qui viennent parfois de loin, contrairement au reste des gens qui fréquentent le lieu. De manière générale, les gens viennent du nord-est parisien. Les étudiants viennent parfois de beaucoup plus loin. Ah oui, parce qu'ils ont vraiment cette volonté de trouver un endroit, puis peut-être aussi de se retrouver parfois entre eux. Ils se retrouvent entre eux, et puis ça crée un rituel pour lorsqu'on révise des examens. Et il y a un lien social qui se crée rapidement entre les gens qui gèrent le lieu et les différents publics. Donc il y a un côté cocooning, moi je trouve. Il y a quelque chose qui est très agréable parce qu'on trouve sur votre site des photos donc du lieu qui est magnifique. Hein. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu aussi dans une bulle. Ça favorise aussi l'émulation peut-être entre les gens, enfin, où vous parliez de synergie, mais on est vraiment dans quelque chose qui pétille, je trouve. Enfin voilà, c'est de cet ordre-là. J'espère. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a autant de tiers-lieux que de porteurs de projets, vous le disiez tout à l'heure, et que l'ambiance que chacun impulse, met dans un lieu, sert à attirer un certain public. Et lorsqu'on a trouvé le tiers-lieu qui nous correspond, ça devient un peu une seconde... une seconde destination quotidienne. Donc ça implique aussi, j'imagine, des règles de vie. Oui. Oui. Certaines formelles et certaines informelles aussi, c'est pas mal aussi d'avoir des règles. Les gens sont tous assez respectueux les uns des autres. Et la première règle, c'est que soit une ambiance bon enfant et qu'il y ait du respect. Et ça, on n'a jamais eu de problème. Christophe Arnoux, tout à l'heure, donc vous nous disiez que vous accompagniez notamment une ville, mais pas seulement, pour la création, l'ouverture d'un tiers-lieu. Quelle est l'ambition des décideurs locaux quand c'est comme ça, à l'inverse? Parce que là, on a vu des porteuses de projets inspirés, mais à l'inverse, pour une collectivité qui va peut-être favoriser la création de tiers-lieux, comment ça se passe? Alors, on ne l'accompagne pas que sur le tiers-lieu, mais ce qui est intéressant, on a la chance d'accompagner un jeune maire de la ville de Saint-Dizier en Haute-Marne. C'est un peu porte toutes les caractéristiques de la ville des Gilets jaunes, un territoire reculé, un peu oublié. Il y a peu de raisons d'aller dans ce type de territoire. Et ce jeune maire, Quentin Brière, il a décidé d'inverser, en fait, de dire voilà, on a la possibilité, depuis quelques années, ils ont récupéré une partie du centre-ville, donc ils ont récupéré un terrain de jeu de 30 000 m² à l'échelle d'une ville moyenne de 25 000 habitants, c'est assez significatif. Énorme, ouais. Et donc ils se sont dit, voilà, maintenant on a un laboratoire à ciel ouvert, on entend matin, midi et soir que l'avenir est dans les villes moyennes. Retroussons-nous les manches. Il invite tous les grands décideurs qui fabriquent la ville de demain de se réunir et de dire on a ensemble un terrain de jeu, il faut réfléchir, acteurs publics, privés. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il faut se mettre tous autour de la table, se dire qu'est-ce qu'on peut proposer comme territoire attractif. Et dans cette réflexion, il faut penser alors à l'avenir du retail, l'avenir du logement, voilà. Et également qu'est-ce que vous appelez le retail? Je suis obligée de vous faire traduire. Pardon, des nouveaux lieux de commerce pour ces villes qui ont une nouvelle population qui arrive, parce que l'idée c'est d'inverser la courbe et d'avoir de nouveaux habitants, donc il faut leur proposer une nouvelle offre de service. Donc c'est d'être attractif pour que les gens viennent s'installer, c'est attractif pour le commerce et pour l'économie locale. Vous parliez aussi des écoles, puisque finalement, souvent ça empêche des fermetures de classes quand il y a des nouveaux enfants qui arrivent. Oui, et puis ce qui était intéressant dans le témoignage précédent, on voit l'importance de l'entraide, et le pire pour ces territoires, c'est finalement de faire des silos, des lieux fermés et pas hermétiques à l'extérieur, et donc un des enjeux à Saint-Dizier, c'est de penser des nouveaux lieux de vie et que ça soit un lieu de brassage avec les populations locales. Et ça nous paraît très important. L'entreprise est, j'espère encore pour longtemps, un lieu d'équité, un lieu où finalement on a tous les types de populations, de classes d'âge. Ces tiers-lieux doivent aussi être représentatifs et permettre cette entraide. Moi, je trouve ça extraordinaire, ces témoignages où on voit des personnes qui n'étaient pas prédestinées à travailler côte à côte ou à se rendre des services. Je trouve que c'est très... Et avec ce qu'on vient de vivre, je trouve que c'est une connotation très positive, oui, qui se très serait peut-être pas forcément rencontrés autrement. C'est peut-être sous la contrainte, mais ça devient peut-être une chance pour ces territoires qui profitent, entre guillemets, de cette situation pour dire, voilà, ensemble, pensons au meilleur vivre ensemble. On parle beaucoup d'éco-quartier, on était très axé sur l'environnement, sur les matériaux, le bâti. Oui. Aujourd'hui, on est de plus en plus, et tant mieux, sur l'humain, sur les liens sociaux et sur l'importance de créer des espaces de vie. Alors, vous parliez des boîtes de la tech, c'est quand même il y a peut-être 10-15 ans qui ont mis les standards
des bureaux avec... qui ont décloisonné, ça on peut le dire. Déjà, ça a décloisonné. Il fallait que ce soit déjà aussi sympa qu'à la maison. Ouais. Alors, je ne parle pas du baby-foot, mais l'idée, c'était que les jeunes viennent au bureau. Voilà. Maintenant, ils y sont, ils ne veulent plus en repartir souvent. En tout cas, ils veulent y être. Voilà. Et ces tiers-lieux, c'est cette troisième voie. Je pense que c'est ce qui est le pas d'après, c'est de dire on va mélanger des gens qui n'étaient pas dans le même secteur, qui n'ont pas du tout les mêmes professions, et on va les faire travailler ensemble, peut-être pour le développement du territoire. Et ça, je trouve que c'est une très belle opportunité pour débloquer les verrous et redonner des énergies à tous ces Français qui pensaient que l'avenir était que en métropole, dans un bureau, dans une tour de 50 étages. Je pense que voilà, on aspire à autre chose en termes de qualité de vie et on le voit, on dit toujours les métiers d'aujourd'hui la plupart n'existeront plus dans 10 ans. Donc voilà, il faut sans cesse repenser des lieux de créativité et ces tiers-lieux, je trouve, sont peut-être les laboratoires du monde de demain. Pour ces villes moyennes, j'imagine que ce qui peut être un atout assez fort, c'est les transports. Je pense aux lignes ferroviaires notamment. Ça, c'est un vrai sujet. On parlait de la connexion Internet, mais si on met trop de temps pour rejoindre ces lieux, c'est un vrai sujet. Donc effectivement, il y a la connexion des trains. Alors il y a le déploiement des bus, on l'a vu, les fameux bus Macron qui permettent aussi de relier à un tarif accessible. Mais un des enjeux aujourd'hui, c'est effectivement, et ça sera intéressant de voir dans la campagne présidentielle qui arrive dans quelques mois, ce sujet de territoire, parce qu'on ne peut plus passer à côté aujourd'hui. Je suis convaincu qu'un des grands sujets de cette campagne va être justement cette France des Gilets jaunes qui manifestait quand on augmentait le prix de l'essence parce qu'ils ont un besoin vital de se rendre au travail avec leur voiture. Et donc, ce problème de transport et de répartition de transport juste sur l'ensemble du territoire, ça, c'est, je pense, un enjeu qui est pas résolu aujourd'hui. Et c'est la clé pour les villes moyennes qui, on a beau dire, il fait bon vivre, mais si on ne peut pas y accéder, si on n'a pas le même niveau de service, et c'est ça tout l'enjeu, il faut qu'on puisse retrouver dans ces villes le même niveau de service qu'on peut retrouver dans une métropole. C'est-à-dire qu'à la fois on demande une qualité de vie et en même temps on a une exigence sur ce qu'on peut y trouver. Exactement. Ce qui peut être parfois paradoxal. Nathalie Richer, vous, donc au 11e lieu, est-ce que vous avez encore envie de faire évoluer ce lieu ? Est-ce que vous avez encore des projets ? Comment vous voyez un peu l'avenir de ce lieu ? Oui, on a envie de le faire évoluer. Déjà, on a envie de... Là, nous, on a réouvert qu'il y a quelques mois. Enfin, en tout cas, la partie grand public. Donc, on a envie de reprendre des activités, reprendre une programmation culturelle le soir et le week-end. Ça, c'est important. Remettre de la vie dans ce lieu. On a envie de continuer à être implanté dans le territoire et développer les relations avec le territoire. Et puis, on a aussi des envies d'autres projets à monter en parallèle de ce lieu existant. On a des envies d'ailleurs et on a envie de pourquoi pas monter un autre tiers-lieu qui serait différent ailleurs. D'accord. Et du coup, dans cette évolution, c'est vraiment de garder cette orientation artistique ou pas forcément ? C'est un peu votre marque de fabrique ? Oui, c'est important pour nous, mais on se rend compte qu'en fait, tout dépend du bâtiment, effectivement, dans les attentes de la ville et du territoire concerné. Et qu'en fait, il y a plein de choses à imaginer. Les tiers-lieux sont extrêmement... Effectivement, il y a beaucoup de coworking, mais il y a plein de choses à faire. Il y a des ressourceries à faire. Bien sûr. Donc, on peut penser à le modèle est... Il est évolutif, en tout cas. Oui. Comment vous fonctionnez justement avec les associations ? Vous parliez tout à l'heure des liens dans le territoire, en particulier avec les associations, on va dire, de l'arrondissement ou du quartier. Qu'est-ce que vous arrivez à faire avec eux, par exemple ? Alors, la mairie a monté un réseau social de proximité RSE Belleville-Fontaine-au-Roi qui, de manière assez informelle et efficace, qui réunit des acteurs économiques et des acteurs associatifs dans le quartier pour se donner des coups de main un peu spontanés. Donc, on travaille là-dessus, c'est intéressant. On se rencontre régulièrement, on mène des actions ensemble et on se file des coups de main, notamment autour de l'emploi. Les acteurs économiques peuvent embaucher des apprentis, avoir des contacts pour embaucher telle ou telle personne du quartier, ou tout simplement
prendre un peu de temps pour faire un entretien avant un pré-entretien, avant un vrai entretien d'embauche. Donc voilà, on travaille autour de la thématique de l'emploi et de manière donc localement, spontanée, locale et très flexible. D'accord. Gerhard Krauss, comment vous voyez, vous, alors ce que je vais vous demander est peut-être plus intuitif que scientifique, comment vous voyez l'évolution de ces lieux? Alors on a compris que ça n'était plus un épiphénomène, ça n'était plus un effet entre guillemets de mode, parce que quand j'ai préparé cette émission, quand j'en parle autour de moi, les gens me disent « Ah oui, c'est très à la mode ». Mais non, c'est plus qu'une mode, on voit bien que c'est quelque chose qui s'implante de manière durable. Comment est-ce que ça peut encore évoluer ? Alors moi je pense que on peut plus aller en arrière. On peut pas imaginer de se passer des tiers-lieux. Maintenant les gens sont habitués et ils vont continuer à aller dans cette direction-là. Moi je pense que ce qui est un enjeu quand même, tout à l'heure ça a été évoqué, il y a sur les mêmes territoires, quand on pense aux tiers-lieux dans des petites villes comme Saint-Dizier ou dans d'autres villes petites ou moyennes, on a des populations à profil sociologique différentes. Les gens les usagers des espaces de coworking, par exemple, ce sont souvent des gens qui sont un peu plus diplômés, qui ont fait des formations, ou même s'ils ont fait, s'ils n'ont pas eu leur diplôme, ils ont quand même fait des études. Et sociologiquement, ils ont plus de possibilités de poursuivre de satisfaire leur soif de liberté, en quelque sorte, alors que tout à l'heure, on avait parlé des gilets jaunes qui sont obligés de se rendre à leur travail dans une métropole souvent ou une grande ville éloignée, qui ont des budgets mobilité conséquentes. Et donc, moi, je pense, c'est vrai, le succès des tiers-lieux va dépendre de l'acceptance, de leur acceptance par les populations qui sont peut-être sociologiquement un peu différentes. Et donc, d'abord, la première étape, c'est de faire connaître aux autres populations ce qu'on fait. Nous, on a travaillé un petit peu là-dessus, sur les relations de voisinage, et on a constaté que vraiment dans les petites communes, les gens du quartier ne savaient même pas que ça existait, et ils n'avaient aucune idée ce que faisaient les gens là-dedans. Et donc là, je pense que ça nécessite un peu de communication, d'échange. De communication et ouverture pour essayer de faire des événements pour attirer la population. On l'avait évoqué ensemble parce que c'est vrai qu'alors vous êtes dans le 11e arrondissement de Paris, mais on s'est demandé parfois si c'était pas vu comme un lieu pour les bobos. En disant oui, finalement c'est des gens qui vont pas forcément se mélanger aux autres, il y a un peu d'entre-soi. D'ailleurs vous en parlez à un moment dans votre ouvrage de l'entre-soi, et que justement ce qui peut être intéressant c'est toutes ces interactions, enfin tous ces maillages qui peuvent être faits avec les acteurs qui sont autour. On parlait des associations, ça peut être des expositions, des événements communs, je sais pas. Donc ça, il y a vraiment il y a un avenir dans cette direction-là. Oui, je pense. Alors, ça nécessite un effort plus ou moins important. Moi, je me souviens, un espace de coworking dans une petite commune de 8000 habitants que j'ai étudié. On m'a dit, mais on a commencé à faire des expositions dans les tiers-lieux. Et on en a parlé au maire, et tout le monde était très enthousiaste. Mais quand on a commencé ça, il y avait jamais personne, et donc ça n'a pas bien marché. Et je trouve ça devrait marcher si c'est bien fait. Et donc je pense que au départ c'est peut-être difficile, mais il faut persister, et puis il faut pas lâcher. Je pense que c'est une difficulté, mais c'est un défi. C'est-à-dire que ces nouveaux lieux, ça puisse être des lieux que tout le monde s'approprie, en fait, pas seulement leurs utilisateurs. Dans la commune où je suis, il y a un lieu qui s'est créé pour les travailleurs qui ont des amplitudes horaires importantes. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler de ça. Alors, je pense notamment aux agents de nettoyage qui vont avoir des missions soit très tôt le matin, soit très tard
dans la journée et qui ont du coup une grande amplitude horaire pendant laquelle ils sont loin de chez eux, parce que souvent ils ont mis 1 heure, 1 heure et demie à venir sur site, donc ils vont pas repartir chez eux pour revenir en fin de journée. Et c'est vrai que, alors ça, c'est la première fois que j'avais entendu parler de ce type d'espace où ils peuvent se poser, être au chaud, dormir, récupérer, déjeuner, faire ce qu'ils ont besoin de faire, je sais pas, envoyer des CV s'ils veulent justement parler des demandeurs d'emploi, trouver une autre mission. Et moi, ça me paraissait quelque chose d'intéressant aussi parce que ce sont souvent des travailleurs pauvres. Donc avec des grandes difficultés à se déplacer, avec justement des frais de transport qui peuvent être rapidement importants. Et ils le payent au détriment de leur fatigue. Et je trouve que c'était intéressant d'avoir cette possibilité de se poser quelque part sans que ça coûte rien. Les entreprises s'abonnent finalement à ces espaces pour permettre à leurs prestataires, à leur personnel de pouvoir se poser, j'ai envie de dire, dignement. Oui, je pensais à ça aussi pour les territoires. C'est quelque chose qui peut être une idée. En tout cas, je vous ai laissé perplexe sur ce coup-là. Bon. Donc il y a encore de. Je sais qu'à Boulogne-Billancourt, ils ont cette. C'est à Boulogne-Billancourt. J'ai entendu parler de ça par le maire de Boulogne-Billancourt et on trouvait ça effectivement très intéressant parce que il s'est rendu compte quand il nous a raconté avec son témoignage comment l'idée lui était venue. C'est quand dans la rue, il voyait un certain nombre de personnes qui un peu traînassaient d'un magasin à l'autre, mais sans pouvoir tellement consommer et pour essayer de s'occuper entre deux activités. Et il a eu l'idée de créer ces maisons et effectivement l'initiative. Alors en tout cas, moi j'ai entendu ça aussi à Boulogne-Billancourt, mais on a trouvé que c'était très très pertinent et très adapté à ces villes. En métropole où souvent on a des contraintes de transport qui fait qu'on ne peut pas faire l'aller-retour chez soi. Plusieurs fois dans la journée. De mémoire, et je m'en excuse auprès de Pierre-Christophe Baguet s'il m'entend, je crois que ça s'appelle justement chez soi. L'idée, c'est de pouvoir se poser comme si on était chez soi. En tout cas, en ce qui nous concerne, on arrive, ça passe très vite au terme de cette émission. Alors, je remercie chaudement nos invités, chaleureusement de leur participation, et vous retrouverez leurs portraits, les liens vers, alors les lieux dont on a parlé, mais aussi les ouvrages, donc sur la page Facebook de l'émission Les Temps Modernes. Je remercie Emmanuel qui était brillamment comme toujours à la technique. Notre prochaine émission sera le samedi 6 novembre. On parlera des nouveaux managers. Oui, ces nouveaux managers auxquels on demande désormais d'exercer de nombreuses compétences. Ils doivent, comme Shiva, avoir plusieurs paires de bras. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à faire réécouter cette émission en podcast à vos amis qui recherchent peut-être des endroits où se poser pour travailler en étant stimulés intellectuellement. Donc en replay sur le site de Fréquence Protestante, fréquenceprotestante.com. Notre émission est également disponible sur les principales plateformes de podcast. Merci infiniment à nos invités pour leur participation et bonne soirée sur notre antenne.